Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons d'économie et de politique de santé, deux volets indissociables pour un accès aux soins de qualité. Un groupe de professionnels de santé, d'économistes, de chercheurs et d'experts en politique publique vient de créer la Société algérienne des politiques et économies de la santé, qui est présidée par le professeur Kamel Mansouri. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est moi. Merci. Qu'est-ce qui a initié cette initiative? Eh bien, c'était autour d'une discussion habituelle entre confrères et que, en discutant, on parlait un petit peu de notre système de santé, de l'accès aux soins, de la politique de santé en général, des personnes pouvant contribuer à améliorer notre système de santé. Et dans la discussion, l'idée donc a émergé de pourquoi ne pas créer une société savante, à l'instar de ce qui se fait à l'international, et sortir de la discussion spécialisée. C'est très bien d'avoir des sociétés savantes spécialisées, mais là, c'est regrouper un petit peu l'ensemble de ces personnes pour engager des réflexions sur cette question liée donc à contribuer à faire évoluer notre système de santé et d'avoir une meilleure prestation pour nos patients. Et du coup, donc, ça a été ouvert à tous les praticiens de la santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou médecins dentistes déjà, oui. Et puis c'est élargi même aux économistes et toutes les personnes pouvant contribuer à la santé. Sachant que la santé, ce n'est pas seulement la responsabilité d'un secteur qui est le ministère de la Santé, mais c'est un ensemble de secteurs. Oui. On peut parler du ministère du Travail, on peut parler du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, de l'Intérieur. Tout le monde peut contribuer à la santé publique. C'est pour ça que l'idée d'ouvrir donc cette société à toutes les personnes pouvant contribuer était plus que nécessaire, parce que c'est là où on va échanger justement autour de paramètres, autour de critères de différents secteurs, de différentes provenances, et les mettre ensemble pour sortir avec des solutions ou proposer des solutions. Et quelle politique préconisez-vous pour notre système de santé? Alors d'abord, notre société savante, elle est scientifique. On ne fait pas de politique comme on le voit communément, c'est politique de santé. Donc notre politique de santé, elle existait depuis l'indépendance, elle a évolué, oui. Elle est appelée à évoluer encore, et elle a pris en charge donc le patient algérien depuis l'indépendance. Et dans tout système de santé, dans toute politique de santé, il est clair qu'il y a toujours des points à arranger, des points à améliorer. Et c'est pour cela que nous attelons à y aller vers ces points-là, engager des réflexions scientifiques et proposer des solutions aux décideurs. C'est démarrer de la base, par exemple de chez le patient, pour voir qu'est-ce qui lui manque exactement et qu'est-ce qu'il propose pour le système de santé national. Passer par le praticien qui est au quotidien en contact avec le patient et qui est au quotidien dans la structure de santé ou dans sa structure libérale. Celui-là aussi, il peut proposer des solutions, peut-être à un vécu qui n'est pas totalement performant. Donc partant de là, on essaye, nous, d'abord de trouver des solutions à travers des réflexions et les proposer aux secteurs concernés. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs secteurs. Ça peut être la santé, ça peut être un autre secteur. Et de là, à ne pas oublier que notre système de santé, il est là, c'est vrai, mais on doit tirer profit des expériences des autres. Il y a plusieurs systèmes à l'international. Lequel qui vous inspire? D'abord, il faudrait qu'on s'attache à un système dont le système social et économique est proche du nôtre. Ça, c'est une question primordiale. Et de là, on va voir aussi quel est le process à leur niveau, comment ça fonctionne au juste. Est-ce qu'il y a des différences?
Et puis, on doit tirer profit du meilleur. Peut-être qu'ils ont aussi d'autres soucis. On prendra le meilleur qu'on pourra adopter chez nous. À ne pas exclure les systèmes de santé d'autres pays dont le PIB est élevé. Peut-être qu'on peut tirer profit aussi d'un système ou d'un fonctionnement qui est plus efficient que chez nous. Et de là, donc, l'essentiel, c'est prendre connaissance de ce qui se fait et de l'adapter à notre situation. Et savoir l'adapter de manière la plus efficace que possible. Et là, on pourra peut-être gagner un plus dans la qualité des soins, améliorer l'accès aux soins, améliorer donc la fluidité dans l'accès aux soins, améliorer la collaboration secteur public-privé, qui doivent être complémentaires, améliorer la prise en charge au niveau de la sécurité sociale, améliorer la qualité de vie pouvant participer à la santé, chose qui est très importante qu'on doit considérer actuellement, et l'accès à une qualité de vie. Qualité de vie déterminante pour une bonne santé du citoyen. Et tout ça, donc ça mérite d'avoir des experts qui doivent engager cette réflexion et y aller, peut-être point par point, à proposer des solutions de manière graduelle. Donc, le travail n'est pas un travail déterminé dans le temps, mais doit être continu et se développer à chaque fois que nécessaire. Vous avez déjà fait un état des lieux? Pas vraiment, parce que notre société vient d'être créée il y a pratiquement 1 mois et demi. Donc actuellement, on est sur l'organisation, sur le process interne, la gouvernance, comment on doit le faire. Notre bureau donc, est composé de 19 membres, des chefs de service, des présidents de sociétés savantes. Et on doit justement discuter d'abord sur le process et y aller par la suite s'attaquer à des thématiques. Quel est le premier chantier auquel vous allez vous attaquer? C'est clair, on va commencer par ce que porte notre titre, qui est donc la politique sanitaire et l'économie de santé. Et on doit les aborder peut-être de façon séparée, mais en réalité, tous les deux sont liés. L'un détermine l'autre. Et c'est pour cela qu'on doit d'abord voir un petit peu l'état des lieux du terrain. Les praticiens le connaissent, il est connu, tout le monde, tout est connu, donc les petites imperfections sont là, on les voit, et il faudrait qu'on propose des solutions. Quelles sont justement ces imperfections que vous avez déjà relevées et qu'il faudrait changer? Déjà, on voit que le secteur privé et le secteur public, chacun travaille de son côté, donc il y a une collaboration, mais qui est peut-être insuffisante jusque-là. Comment les fédérer, comment les ramener à travailler en collaboration? Les ramener à travailler en collaboration à travers donc une réflexion sur le statut du secteur privé et public, par exemple. Si le statut du secteur public est clair, pour le privé, il fonctionne, effectivement, oui, mais il n'y a pas de complémentarité entre les deux. Par exemple, on est amené à développer une médecine de précision dans le secteur privé ou la publique. Et si on veut installer les deux systèmes de médecine de précision dans les deux secteurs, ça va nous coûter. Donc pourquoi ne pas y aller sur une spécialisation dans le public et une autre dans le privé, à condition que cette prestation du privé réponde donc aux besoins de la santé publique au niveau national, même si le secteur est privé, mais il va avoir un statut pouvant absorber la charge et décharger un peu le secteur public. Qui fait, au lieu d'investir 2 fois, il vaut mieux peut-être mutualiser l'investissement sur les deux côtés, les deux secteurs, pour couvrir plus de besoins en matière de santé publique. Ça, ce n'est qu'un exemple. On peut y aller sur la mutualisation aussi de ce secteur privé. Les efforts sont déjà là, donc on a déjà des secteurs qui sont conventionnés et qui travaillent, ils ont pris en charge certains types de pathologies, c'est très bien.
là, il faut s'atteler à développer ces conventions, élargir les conventions pour plus de prise en charge et indirectement décharger le secteur public. Et c'est à la Caisse de sécurité sociale qui doit... Et là, justement, il y a la sécurité sociale qui doit s'impliquer davantage et trouver les mécanismes, comment donner donc les outils à cette sécurité sociale pour pouvoir y aller vers ces conventions. Et ça, c'est un autre axe qui doit engager aussi une réflexion. Il faut que les experts planchent là-dessus pour qu'on ira crescendo, petit à petit. Pour ne pas affaiblir les caisses aussi de sécurité sociale. Ben oui, il faut considérer l'équilibre financier de ces caisses. Et ça, c'est aussi important, parce que sinon, elles ne pourront pas fonctionner. Et donc, renforcer le rôle sociétal de ces caisses de sécurité sociale pour plus de prise en charge. Si on voit ça de loin, on comprendra que les deux secteurs doivent agir ensemble pour alléger la charge des soins. Vous pensez que le secteur privé doit aussi ouvrir ses portes à tous les patients, comme le secteur public? Ben oui, heureusement. Mais ça doit se faire dans une... Ben oui, ça doit se faire dans une stratégie complémentaire. C'est ça. Parce que dans le secteur privé, c'est de bonne guerre. On investit dans des domaines où ça rapporte, économiquement, ils doivent être viables. De bonne guerre, on ne discute pas ça. Allez. Mais l'action de santé doit être complémentaire avec le secteur public. C'est ça, la coordination qu'il faut mettre en place. Et pourquoi ne pas conventionner des cliniques privées à un hôpital? Je ne sais pas. Ça peut exister aussi. C'est l'une des solutions. Mais comment on peut la mettre en place? Tout simplement. Et de là, donc si on essaye de prendre des unités pilotes et faire le travail et puis élargir, ça serait très bien. Donc ça, entre autres, le système de santé. Le deuxième, donc, dans un système de santé, c'est la prévention. Prévention, donc, qui est essentiellement le rôle du ministère de la Santé, qui met en place... Justement, ils veulent axer sur la prévention aussi. Ben oui, justement, parce que la prévention, par définition, elle est beaucoup plus économique que le traitement curatif. Les choses sont claires. Quand on fait une bonne prévention, on dépense beaucoup moins en curatif. Oui. Mais la prévention, oui, il y a un système qui est en place. Aussi, on doit se pencher là-dessus et contribuer peut-être à améliorer ou à rehausser le niveau de cette prestation en matière de prévention. Et à titre indicatif, la prévention n'est pas seulement la responsabilité de la santé aussi. C'est là où je disais, donc, il y a d'autres secteurs à impliquer. C'est l'agroalimentaire, donc l'agriculture peut-être, le commerce. Et dans l'alimentation au quotidien de l'Algérien, il y a à faire pour améliorer la santé. C'est cette coordination qui bloque les actions de prévention? Non, je pense que chacun fait les efforts de son côté, chacun dans son secteur il active, mais peut-être qu'il y a des ponts à établir ou à renforcer, ou des actions en commun à faire. Par exemple, ce qu'on a fait par le passé pour les maladies à transmission hydrique, quand il y a un problème de santé publique posé, tous les secteurs étaient impliqués, chacun de son côté. Par exemple, le ministère de l'hydraulique. Oui. Et ils ont intervenu de manière très efficiente. Et ce qui fait, ça devient, la santé, ça devient un problème qui concerne tous les secteurs. Et au-delà de la prévention, il y a aussi la politique de l'accès. L'accès aux prestations de santé, l'accès aux produits de santé, l'accès aux technologies de santé, qui pose actuellement un problème, pas que chez nous, partout. Hein. Et puis, avec l'avènement des innovations qui s'accélèrent ces dernières années, nous, avec notre système économique et sanitaire,
Et on en a des petites difficultés à suivre. Oui. Il est obsolète actuellement. Qu'est-ce qui est obsolète? Notre système de santé? Non, pas obsolète. Il est efficace, il est actif, mais on doit améliorer certains aspects pour accéder à ces points-là, à ces innovations par exemple, ces produits nouveaux que nous, parce qu'ils sont tellement chers que notre système de santé ne peut pas supporter leurs dépenses. Et la ressource humaine peut suivre ça aussi? Je parle des professeurs de santé. En matière de formation, ressources humaines, donc ça se fait, on n'a pas beaucoup d'insuffisance par rapport au financement. Donc les praticiens de la santé sont suffisamment formés pour les innovations, pour la prise en charge des nouvelles technologies. C'est fait, puis ça se fait de façon régulière quand l'innovation est là. On est obligé de former les personnes pour l'utiliser. Donc ça ne pose pas vraiment un grand problème, mais le souci il est dans le financement. Dans le financement et l'accès à cette technologie pour tous. C'est pour ça que ça concerne un peu tout le monde, y compris la sécurité sociale. Et donc, comment accéder à ces innovations, par exemple? Comment accéder aux soins de base? Comment accéder aux médicaments essentiels? Et quelle est la part du citoyen là qui doit dépenser pour sa santé? C'est des questions auxquelles il faut répondre, justement. Le citoyen doit payer une part. Si on veut y aller vers un système qui doit évoluer, on doit y aller sur une prestation de santé de base assurée par les secteurs concernés et que les citoyens doivent contribuer à sa prise en charge. Et sa pérennité. Sa pérennité. Comme actuellement, on rembourse à hauteur de 80%, les 20%, c'est le citoyen qui contribue en général. Donc ce système est déjà là. Sauf qu'il faut l'améliorer et le rehausser et d'y aller vers plus de vision, plus de précision dans l'accès à ces produits. On peut parler du médicament, par exemple. Oui. On voit bien des médicaments sur le marché. C'est très bien pour nous d'avoir opté vers une politique de générique, de biosimilaires qui permettent de couvrir plus de patients. C'est déjà bien. Nous sommes parmi peut-être les premiers. C'est une bonne chose. Sauf qu'on ne doit pas négliger l'innovation qui est là. Si on fait des économies sur les génériques et les biosimilaires, on doit dégager cette somme pour accéder à l'innovation et traiter les populations qui nécessitent cette innovation. Ça, c'est un autre défi. Les médicaments innovants? Par le médicament innovant, oui. Et le souci, c'est d'identifier. Ils sont là, oui, mais ça vient, pas tous, ouais. Ça vient de manière graduelle. J'avais dit qu'il coûte tellement cher qu'on ne peut pas y accéder comme pour les pays ayant un PIB élevé. Mais on peut y accéder avec cette politique du biosimilaire et dégager donc des sommes pour financer l'innovation et la mettre à la disposition de ceux qui la nécessitent comme patients. Par définition, l'innovation qui relève de la médecine de précision, ça va droit vers des sous-types de population. Comment on fait pour les malades atteints du cancer actuellement? Par exemple, actuellement, le cancer du sein est guérissable. Il y a des médicaments, il y a des patients qui sont guéris. À condition que ce soit diagnostiqué. Voilà, diagnostiqué à temps et traité à temps, et les nouvelles molécules permettent la guérison. Contrairement à avant. Les nouvelles molécules existent actuellement? Oui, bien sûr. Elles sont là. Il y a d'autres qui arrivent. J'avais dit, c'est un développement accéléré maintenant. C'est-à-dire on n'arrive plus à suivre un peu cette innovation. Et on a accédé à des innovations, c'est très bien. Il y a des innovations qui sont devenues biosimilaires, on les a. Il y a même une localisation de la production, c'est extraordinaire. Mais les autres, on doit y accéder aussi.
Et là, c'est là où on doit engager notre réflexion, comment y accéder. Donc ça, ce n'est que le médicament. La part du remboursement, il faut aussi la discuter. Qu'est-ce qu'il faut rembourser? Qu'est-ce qu'il faut faire passer de l'usage hospitalier à l'usage en ambulatoire? Quels médicaments on doit considérer comme essentiels, quoique la question est tranchée par l'OMS, mais pour chez nous, on doit l'adapter. Est-ce que c'est les maladies chroniques? Est-ce que c'est les maladies infectieuses? Qu'est-ce qu'on choisit dedans? Quels sont les médicaments qu'on va appeler médicaments non essentiels ou de confort? Si ça existe, on doit les identifier. Actuellement, on copie uniquement sur la liste de l'OMS? Non, il y a une liste nationale, mais qui mérite aussi réflexion. Parce que ce n'est pas une liste figée. Elle évolue, se développe. Selon la prévalence des maladies. Voilà. Et c'est là où il faut concilier prévalence et liste des médicaments essentiels, par exemple. Je peux généraliser ça par rapport aux technologies de santé en général. Il n'y a pas que le médicament. Quelle est notre politique en matière de dispositifs médicaux? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on importe du tout? Oui, on importe, mais on produit aussi. Mais on doit inverser la balance. Il faudrait qu'on produise plus qu'on en importe. Et donc localiser la production, c'est une priorité de l'État, et elle est déjà là, c'est bien, mais il faut la renforcer. On parle beaucoup, vous pensez qu'on parle beaucoup plus de produits, de médicaments que de dispositifs médicaux, alors que c'est aussi important que le médicament? Oui, exactement, oui. On en a parlé plus du médicament que le dispositif, alors que le dispositif est aussi important que le médicament. Et le dispositif est budgétivore aussi. Et les technologies de santé ne se limitent pas aux dispositifs classiques. Maintenant, il y a l'intervention de la numérisation, de l'intelligence artificielle sur certains gestes médicaux et qui sont très efficaces justement. Il faut y accéder. Cela aussi coûte cher. Sont considérés des innovations. Il n'y a pas que le médicament. C'est ces équipements médicaux, ces accessoires. Et ça mérite aussi une discussion, ça mérite une mise au point pour clarifier la situation. Et que faut-il faire? C'est ça justement l'aspect le plus important à regarder au niveau des structures privées. Parce que les structures privées accèdent à ces technologies. Et elles travaillent avec. De manière peut-être plus rapide, plus fluide que le secteur public. Oui. Et de là donc, il faudrait qu'on coordonne un petit peu cette activité pour mutualiser l'action. On ne peut pas faire la même chose tous en même temps. C'est un investissement qui ne sera pas rentable. Oui. Il faudrait qu'on investisse dans des secteurs complémentaires, comme on l'a dit. Au-delà de ces questions, il y a la question liée aux données. Les données, donc l'utilisation des données au niveau national pour prendre des décisions sur toute politique de santé, toute politique pharmaceutique. Et là, il faudrait justement qu'on apporte notre contribution à améliorer la mise en place peut-être de banques de données, à améliorer la mise en place de registres, à améliorer l'accès à des données fiables. Oui. Et au niveau national, il nous faut ces données. Sinon, on ne peut pas tracer. Ben oui. Il y a des aspects, là, on n'a pas de prévalence, on n'a pas d'incidence. Alors qu'il est nécessaire de l'avoir. Et une prévalence et une incidence permettent une vision sur le devenir, sur le futur. Oui. Et pour agir, la prévention est basée sur ça. Et du coup, on comprend bien que tout est lié. C'est pour ça qu'il faut concilier tous ces points-là pour sortir avec une solution fiable et rentable pour le pays et beaucoup plus pour le patient. Ça veut dire qu'il accède à des soins de qualité, à des soins satisfaisants pour lui. Voilà un peu en gros notre vision. Pour notre organisation, on est organisé en collège,
Principalement 3. Un collège qui est chargé de l'économie de santé et l'évaluation des technologies de santé. Et là, donc, il y a tout un groupe qui y travaille actuellement. La dernière réunion a demandé à chaque collège de préparer un plan d'action. Et comme ça, donc, on aura un plan de charge sur peut-être 3 ans. Et c'est pour traiter les questions relatives à chaque collège. Le deuxième collège, il s'occupe des politiques de santé. Et le troisième, c'est la recherche et développement. Donc, au-delà des questions pratiques qu'on doit traiter, il faudrait aussi qu'on soit connecté à tout ce qui se fait en matière de recherche et développement. On en fait de la recherche actuellement au niveau des établissements de santé, des facultés. Oui. Il y a beaucoup de projets de recherche dans les établissements de santé, dans les établissements d'enseignement supérieur, dans d'autres universités qui font des recherches dans le domaine de la santé. Mais c'est la même question, donc chacun fait la recherche pour soi-même, de son côté. Peut-être qu'il faudra mutualiser ça aussi, autour d'un projet, d'une question. Et il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, sauf qu'on doit encore apporter notre contribution à ce niveau-là. Mais notre vision, c'est d'encourager ces recherches et des recherches plus appliquée. Recherche fondamentale, oui, elle existe, elle est là, ça permet de publier, c'est très bien. Mais la recherche appliquée apporte la solution au niveau local. Et c'est là où on doit justement agir pour encourager des projets dans ce sens, des projets ouverts à tout le monde. Il faut y aller sur des équipes pluridisciplinaires, plutôt que spécialisées. Et autour d'une question. Tout simplement. On peut prendre la question technologie de santé en cardiologie et on ouvre. Allez, apportez ce que vous connaissez. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est nouveau en matière dans cette discipline à l'international, ce qu'on fait chez nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est une recherche pratique. Les études en pharmacoéconomie, on en fait? Oui. Actuellement, je parle, puisqu'on est en pharmacie, il y a les internes en pharmacie, il y a les étudiants en master, pharmacoéconomie, master, il y a plusieurs masters de toute façon, qui ont toujours une thèse d'exercice à la fin, ils font des recherches. Et les thématiques, justement, elles sont actuellement universitaires, mais on peut proposer des thématiques de santé publique. Et c'est là où on peut orienter la recherche pour apporter un plus à la santé publique. Au-delà, donc, il y a à encourager cette recherche, peut-être par des compétitions. Pour encourager... Oui, choisir le meilleur projet. Et ça donne, peut-être ça va motiver. L'enseignement supérieur ne le fait pas actuellement? Si, il y a des projets de recherche, ils soutiennent tout, mais la compétition, non, en fait. On peut la faire. Et c'est ce qui motive. Oui, ça va motiver les chercheurs, mais l'orienter aussi vers une recherche appliquée dans les objectifs de la santé de chez nous. Et pour ce faire, dans l'organisation, on a aussi 2 autres structures. Il y a la structure des étudiants, justement. On a un groupe d'étudiants, on a un groupe dédié aux étudiants au sein de la société, pour que eux, ils voient l'activité de l'association et ils s'imprègnent en contact avec les professionnels de la santé pour voir la réalité du terrain, parce qu'entre les études et le terrain, il faut quand même concilier les deux côtés, et ils activent en matière de recherche. Et on a aussi nos confrères, nos collègues qui exercent à l'étranger. On a appelé ça donc un groupe de la diaspora, et pour profiter de leurs compétences et de leurs connaissances à l'international. D'accord. Voilà en gros. Maintenant, l'association reste ouverte à toute personne voudra donc participer et contribuer.
Et on reste ouvert aussi à toutes les collaborations ou les conventions avec d'autres sociétés savantes, qu'elles soient nationales, qu'elles soient même à l'international, qui agissent dans le même domaine que le nôtre. Vous avez un modèle de financement que... Le financement de notre système de santé, c'est un budget plafonné par l'État. Oui. Et essentiellement, il y a des taxes sur les procédures d'enregistrement, des taxes sur la production du tabac, des taxes sur... Bon. Donc il y a en amont du budget des mécanismes de financement qui sont là. Et après, quand le budget est là, le budget est plafonné. Plafonné par structure hospitalière, par exemple, si je parle du secteur hospitalier. Ce qui fait que l'hôpital n'a pas les moyens de s'autofinancer. Il fait une prestation. Oui. Il a juste un budget de l'État. Le financement, il se fait auprès du ministère des Finances et des taxes de l'État. Peut-être qu'il faudra élargir un petit peu ce financement par rapport à l'innovation. Si je prends l'innovation qu'on doit financer dans le budget de la santé, il faut peut-être dégager un budget innovation, comme on l'a fait pour le plan cancer. Ça devient un financement indirect. Il y a aussi un autre mécanisme de financement qui est les contrats innovants en matière de sécurité sociale, les contrats de performance. Depuis qu'on en parle, oui, mais on ne les a pas appliqués encore. Trouver un moyen de les appliquer. Oui. Ça permet un financement. Il y a la recherche clinique qui permet un financement. Ça se fait actuellement. Mais maintenant, il faudrait que ce financement soit réorienté vers la santé. Et vers la priorité de la santé. Et là aussi, il y a une autre réflexion. C'est le côté économique de la question. C'est donc renforcer le financement permettrait un meilleur équilibre budgétaire et donc une meilleure prise en charge. Et c'est facile à dire, mais oui, pour le réaliser, ça doit être assez complexe. Votre société peut être peut-être en quelque sorte une sorte de consultant près des institutions. Exactement cela, oui. Nous, on se positionne comme donc une société savante qui apporte des preuves scientifiques pertinentes de chez les experts, de chez des projets de recherche scientifiques, qui vont aboutir à des propositions pour les décideurs, quel que soit le secteur, pour apporter une solution à une problématique donnée au niveau qui touche à la santé. Il y a un point plus urgent que vous voyez qu'il faudrait ramener maintenant? Oui, l'urgence actuellement, c'est de se pencher sur cette question des soins au niveau du terrain, et que chaque praticien peut-être rencontre tous les jours des insuffisances, des imperfections. Ça, c'est une urgence pour nous. L'autre urgence, c'est comment donc accéder à une innovation moindre coût. Pour nous, l'autre urgence, comment évaluer les technologies de santé, apporter la réponse. C'est une évaluation médico-économique. Donc, est-ce que le plan médical elle est justement utile et est-ce que le plan économique, on peut l'acquérir? La condition pour nous, c'est toujours l'accès pour tous. Oui. Et ça, un petit peu, c'est ça les priorités actuelles. Et l'autre, c'est d'accompagner l'évolution, les changements qui s'opèrent en matière de santé et de s'adapter à chaque fois à ces modèles pour une meilleure prestation. Très bien. Professeur Mansour, merci beaucoup. C'est de grands chantiers que vous attendent. C'est moi, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Au revoir.